Bonjour, Nathalie Karst, archéologue à l'INRAP, et ma collègue Caroline Claude, qui elle est spécialiste de la céramique. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vous parler de la fouille de l'église de Gonesse, qui s'est déroulée en plusieurs phases et plusieurs tranches entre août 2011 et octobre 2013. Tout commence en 2010 par un diagnostic suite à une étude faite par l'architecte en chef des monuments historiques en vue d'un projet de restauration de l'église, et notamment était prévu un chauffage par le sol, une restauration des sols de la nef qui avait connu plusieurs affaissements et la mise en conformité des installations électriques. Pour faire passer ce chauffage par le sol, le projet prévoyait de décaisser l'ensemble du sol de l'église sur une profondeur d'environ 40 cm et de compacter les remblais sous-jacents. Donc, le service régional d'archéologie a prescrit une fouille que nous avons réalisée aux dates que je vous ai dites. Pardon, merci. Sur cette diapositive, vous voyez le plan cumulé de toutes les structures que nous avons sorties à la fouille. J'ai juste ôté les sols qui cachent les structures en profondeur. Donc, nous avons pu déterminer 10 phases d'occupation, dont 5 phases d'inhumation, qui se répartissent entre la deuxième moitié du VIe siècle et nos jours. Au total, on a mis au jour 649 structures ou unités stratigraphiques, dont au moins 300 sépultures, toutes périodes confondues. Pour autant, la fouille n'a pas été exhaustive. Nous avons fouillé l'ensemble du bâtiment sur 50 cm et seulement aux endroits qui ont été jugés les plus intéressants au niveau scientifique, là, nous avons eu le droit de descendre au-delà des 50 cm. La première période représentée, c'est l'époque mérovingienne, donc entre le VIe et VIIe siècle, avec la présence d'une nécropole. Avant la fouille et le diagnostic de l'église de Gonesse, sur l'ensemble de la commune, il n'y avait aucune information sur cette période, mis à part une fibule de la deuxième moitié du 7e siècle qui avait été découverte de façon fortuite. Donc, comme je vous le dis, pour cette période, nous avons juste une nécropole, 61 sépultures. Alors, les zones où vous voyez qui sont vides, c'est parce que nous n'avons pas fouillé à ces endroits-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sépulture mérovingienne à cet endroit. C'est soit elles ont disparu suite au remaniement postérieur, soit on n'a pas fouillé. Elles sont non organisées, vous voyez, elles sont orientées de différentes façons. On voit la flèche ou pas? Non, je n'ai pas la flèche. Ouais. Voilà. Puisque vous voyez qu'il y en a qui sont dans l'axe du bâtiment, est-ouest, mais on en a d'autres ici qui sont nord-sud. Donc on n'a pas remarqué d'orientation particulière pour cette période. En général, les inhumations sont en sarcophage trapézoïdal en plâtre, surtout vers la fin de la période, mais on a aussi quelques coffrages en bois ou des cercueils chevillés. Par contre, on n'a aucune sépulture en pleine terre. Parmi les sarcophages, on en a trouvé 2 qui avaient des décors en rosace. Là, c'est les pieds des sarcophages. Ils sont coupés parce qu'il y a eu des sépultures beaucoup plus récentes. À l'intérieur, les corps, en général, sont couchés sur le dos, les bras fléchis sur l'abdomen de cette façon ou le long du corps. On a une majorité d'hommes adultes pour cette période. Si je vous parle de nécropole et non de cimetière, c'est parce qu'on n'a pas réussi à déterminer s'il y avait un lieu de culte associé. Parmi les sépultures, quelques-unes nous ont apporté un petit peu de mobilier. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, parce que, imaginez bien que prendre des photos dans une église, c'est assez difficile, on a très peu de lumière. Mais bon, là, vous avez des agrafes, qui sont signes de vêtements, une petite boucle de ceinture et quelques perles. Juste après cette occupation mérovingienne, on a noté quelques structures qu'on a classées dans l'époque pré-romane. Vous voyez, c'est très maigre, hein, on a 3 sépultures et quelques remblais qui nous ont donné des tessons de cette époque. Puis vient l'église romane. Elle est attestée dans les textes dès la fin du XIe siècle,
notamment par une charte d'Hervé de Montmorency qui donne à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur ses droits sur le prieuré de Deuil, qui se trouve également dans le Val d'Oise, et de l'église de Gonesse qui en dépend. À l'époque, elle est déjà sous la titulature de Saint-Pierre, qui est une titulature courante, et la double titulature Saint-Pierre-Saint-Paul, comme actuellement, bien que mentionnée dès 1210, est très très peu usitée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, notamment si vous regardez les en-têtes des registres paroissiaux, vous verrez qu'il est juste inscrit église Saint-Pierre. Le plan de l'église romane n'est pas connu. D'après les traditions historiques, son plan était plus petit que l'église actuelle. Et voici ce que nous avons trouvé en fouille. Donc en gris, vous voyez les murs que nous avons retrouvés. Donc 2 murs parallèles ici. Là, un petit perpendiculaire dont on n'a pas pu aller jusqu'au bout puisqu'on nous avait demandé de nous éloigner des murs porteurs pour éviter de déstabiliser le bâtiment. Et toute cette zone où aucune découverte de mur n'a été faite, mais parce que nous n'avons pas pu fouiller, sauf une partie du déambulatoire ici. À partir de là, c'est difficile de donner le plan de l'église romane. On peut imaginer ce qu'on veut, hein. Soit elle reprend exactement le pourtour de la balustrade du chœur, soit là on est déjà sur des murs intérieurs et peut-être qu'il y en avait d'autres en dessous, là c'est difficile de répondre. Il ne reste aujourd'hui que la base du clocher actuel et le premier étage qui sont reportés aussi à cette époque. Et ici vous voyez avec la fenêtre en plein cintre. Les murs qui ont été découverts en général sont des murs en pierre calcaire liés au mortier de chaux sableux. Nous avons pu aller à la base de certains et ils descendent au moins jusqu'à 1,30 m de profondeur, ce qui fait déjà des belles fondations. Là, vous en avez un exemple. Vous avez le bas côté sud qui passe derrière les colonnes. Et ce mur là-dessous, jusqu'à ce niveau-là, c'est l'époque romane, sur laquelle vient ensuite s'installer l'église actuelle. Les structures qui sont associées à cette époque sont peu nombreuses. On a ici une rigole et un puisard dont je vais vous parler, un puits et quelques sépultures qui ne sont pas du tout orientées selon l'implantation générale de l'église, ainsi qu'ici dans le ambulatoire où elles suivent plutôt un rythme rayonnant plutôt que est-ouest comme on peut s'y attendre selon les rites chrétiens. Juste pour information, je vais développer que certains points des découvertes que nous avons faites. Il faut savoir que le rapport tient en 4 volumes, ce qui représente plus de 1500 pages. C'est difficile, dans le temps d'une conférence d'1 heure, de vous parler de tout. Là, je vous fais vraiment des zooms que sur les choses qui nous ont paru un peu plus surprenantes par rapport à ce qu'on trouve partout ailleurs dans les églises. Notamment, nous avons cette rigole qui fait un angle droit. On est sûr qu'elle n'appartient pas à l'église actuelle, puisque ici, vous voyez, on a la base d'une des colonnes d'aujourd'hui qui coupe la structure. L'eau passait, descendait et tombait dans ce puisard qui est en belle pierre de taille, 1,46 m de profondeur et au fond on voit un petit dépôt de filtration, on est sur le substrat géologique. La rigole était recouverte, vous voyez ici, par des éléments courbes qui permettaient à l'eau de couler sans... alors par contre on ne sait pas si c'était recouvert ou pas à l'époque, hein, sans être gêné. Les décors donnent une indication de pierres de réemploi plutôt du XIe ou XIIe siècle. Nous les avons toutes récupérées et nous sommes amusés à les remonter. Ça nous donne une cuve ovale qu'on suppose être une cuve de fonds baptismaux. Et on peut imaginer qu'elle appartenait à un édifice antérieur dont on ne connaît malheureusement pas grand-chose, qui a été démonté et on s'est servi de ces éléments-là. On avait déjà des éléments courbes, c'était bien facile à utiliser pour couvrir une rigole, une canalisation d'eau. Vu le soin apporté à la construction du puisard, on peut penser que l'eau qui se jetait à l'intérieur avait quand même un caractère sacré. Ce n'était pas seulement de l'eau de pluie, sinon on n'aurait peut-être pas construit quelque chose d'aussi massif. Les sépultures, comme je vous expliquais, elles sont un petit peu dans tous les sens. On en a ici qui sont plutôt nord-sud, plutôt est-ouest. Ce qui est intéressant à voir sur
sur cette diapositive. Vous voyez ici, nous avons les jambes, les bassins. Là, on n'a pas pu fouiller, mais vous voyez qu'ici, tout est coupé par la construction de l'église actuelle. Donc on est sûr que ça appartient à l'église romane et non pas à l'église gothique actuelle. La plus forte concentration de sépultures pour cette époque était dans le bas-côté nord, avec parfois 8 niveaux. Il faut bien penser que les sépultures se recoupent et quand on note les relations stratigraphiques entre elles, on est arrivé jusqu'à 8 niveaux. Nous avons fait 6 datations au carbone 14 pour être sûr, et elle nous donne une fourchette de datation comprise entre le Xe et le XIIe siècle. Les fosses sépulcrales sont un peu moins larges qu'à l'époque mérovingienne. Elles ne laissent donc plus la place à des sarcophages. Et là, nous sommes plutôt en présence d'inhumations en pleine terre, dans des linceuls. On n'a pas retrouvé d'épingles ou d'attaches pour ces linceuls, donc on suppose qu'ils étaient tenus par des bandelettes. Il n'y a pas de mobilier associé. Nous sommes déjà dans les rites chrétiens qui veulent qu'on doit être humble devant la mort et devant le Seigneur. Donc pas de mobilier, de vêtements ou de parures. Alors la question de savoir si ces sépultures étaient en dehors ou dans l'église, on n'a pas pu trancher. Seulement à cette époque, les recommandations sont d'enterrer à l'extérieur des bâtiments. Ce qui pourrait conforter, là encore, un plan de l'église romane plus petit que l'église gothique actuelle. On va passer à l'église gothique, qui est celle que vous pouvez voir tous les jours si vous allez à Gonesse. Vous pouvez même visiter en différentes occasions. Sa construction démarre à la fin du XIIe siècle et se poursuit jusqu'au tout début du XIVe. Elle démarre par le chœur, vous voyez là en bleu foncé, et elle se poursuit par la nef. En 1981, un architecte, Daniel Bontemps, en observant les différentes façons sur les pierres lors de restauration, a même réussi à microphaser la construction de la nef. Il devait faire la même chose pour le chœur. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé l'article. Je ne sais pas s'il est paru un jour ou pas. À suivre. Je ne sais pas si ce monsieur est encore vivant non plus. Donc, d'après lui, pour la construction de l'église de Gonesse, les architectes se sont inspirés de grands édifices parisiens et d'Île-de-France, comme Notre-Dame, l'abbaye de Saint-Denis ou encore la collégiale de Mantes. Pour ceux qui habitent un peu plus loin, comme moi dans l'Oise, il y a quelques années, je suis allée visiter la cathédrale de Noyon. Et je peux vous assurer que quand on entre dedans, on a l'impression de voir l'église de Gonesse en taille XXL. C'est un peu le même type de colonne, le même type de dallage, c'est assez impressionnant. Donc l'influence est peut-être plus large que juste les édifices d'Île-de-France. Sur ce plan, vous voyez les différents murs attribués à l'époque gothique qui ont été retrouvés en fouille. Bon, bien sûr, ils correspondent aux murs actuels, tout en sachant que les zones vides, c'est les zones où nous n'avons pas pu descendre au-delà des 50 cm. Les murs extérieurs sont en pierre de taille calcaire et d'après l'architecte en chef des monuments historiques lors de son rapport de 2010, ils font au moins 90 cm d'épaisseur. Le long du bas-côté sud, nous avons fait malgré tout un petit sondage, parce que ça nous intéressait de voir à quoi ressemblaient les fondations. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs ressauts. Nous avons un premier ressaut ici, qui va jusque-là, qui est également en pierre de taille, comme l'élévation. Et ensuite, un deuxième en bloc calcaire grossièrement taillé, lié là encore au mortier de chaux, dans une partie non visible, donc travail moins soigné. Alors, on ne le voit pas très bien, surtout sur l'agrandissement. Mais tout au fond, on se rend compte qu'il y a un troisième ressaut qui est légèrement décalé par rapport au mur d'origine, puisque le mur est là. Il aurait été intéressant de pouvoir dégager plus afin de se rendre compte, est-ce que c'est un reste de l'église romane, est-ce que c'est une construction antérieure qui n'a absolument rien à voir avec l'église, puisqu'on ne sait pas si avant la construction de l'église actuelle, il y avait sur les lieux uniquement l'ancien lieu de culte, ou encore des maisons d'habitation à proximité. Les différents ressauts donnent une largeur à la base de 2,50 m, ce qui donne des fondations assez importantes, mais en même temps c'est un édifice très très lourd et le propre de l'époque gothique, c'est de répartir les forces sur les murs extérieurs à des endroits précis, ainsi que sur les colonnes, afin de pouvoir les évider et d'ouvrir les fenêtres. Tout autour du chœur, le mur de balustrade
qui se trouve ici, est lui-même construit avec des ressauts. Là, on n'est pas descendu plus parce qu'on avait une sépulture en tombe maçonnée. Donc ça forme 2 murs en fer à cheval de plus en plus larges. Au milieu de la nef, vous voyez ce creusement qui en fait est une fosse qui a servi à la coulée d'un moule à cloche. Pendant les travaux, ou à la toute fin, au moins en tout cas avant la pose du dallage de l'église, ce grand trou a été creusé au centre de la nef et il mesure environ 2,60 m à l'ouverture et 3,10 m au fond. Il y a une partie allongée ici qu'on n'a pas pu fouiller, elle se trouvait hors emprise de fouille, et ici la fosse circulaire qui a servi à l'installation du moule à cloche, qui est posé sur une base de pierre dans laquelle ont été creusés des canaux où on a pu installer et faire passer le feu pour la coulée de la cloche. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est très très courant. Une cloche, ça pèse très lourd, et donc pour éviter des transports qui risquent de la fendre, en général, on creusait la fosse pour le moule à proximité même de l'édifice, ou comme ici, à l'intérieur. Lors de la fouille, on s'est rendu compte que les remblais gardaient pas mal de fragments du moule. Vous en avez ici. Donc il a été cassé une fois la cloche fondue pour la récupérer. Et en photo un peu rasante, on se rend compte ici qu'il y a des petites moulures qui montrent que la cloche n'était pas toute lisse, mais avait des décorations ou des inscriptions. La première occupation médiévale date du XIIIe au XVe siècle, c'est la première à associer au monument. Alors en rose, vous avez les sépultures, en gris, tout ce qui est maçonnerie ou sol. Parmi les maçonneries, je peux vous présenter celle-ci. La première, c'est sous le pilier sud du chœur. Elle est constituée de gros blocs de pierre calcaire liés au mortier sableux. Nous sommes descendus jusqu'à 1,20 m de profondeur. Elle sert de fondation au pilier du chœur. Et à certains endroits, on a pu remarquer aussi des reprises en sous-œuvre, notamment au cours du XIXe siècle. Le deuxième, dans le déambulatoire, sur un des murs en fer à cheval dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ressauts, on a des coulis de mortier qui ont pu servir d'aménagement à des hôtels, puisqu'il faut savoir qu'à Gonesse, il n'y a pas de chapelle rayonnante comme on pourrait trouver dans d'autres églises. Et donc les hôtels se trouvent à l'intérieur, le long des murs extérieurs, ou comme ici, dans le pourtour de déambulatoire. La troisième, vous voyez 2 piles en pierre. Leur fonction n'a pas pu être déterminée de façon précise. Elles se rejoignent au-delà de la bâche par ce mur-ci. Mais quand on regarde la position sur le plan de l'église, on constate qu'elles ont pu servir au support d'un jubé ou d'une clôture du chœur. Les sols, quant à eux, sont mal connus. Ils ont très peu été conservés suite au creusement des sépultures postérieures. Néanmoins, on peut vous assurer qu'ils étaient en partie composés de pierres tombales. Vous en avez ici 2 fragments. Ça appartient à la même. On a le visage d'une femme, ici, d'un homme qui se trouve de l'autre côté. Il s'agit là de la tombe d'un laboureur de Gonesse qui est décédé en l'an 1343. Comme à toutes les époques, les sépultures, vous voyez la densité. Alors il faut savoir que les églises sont des lieux privilégiés pour les inhumations pendant tout le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, pas seulement à Gonesse. Les emplacements étaient payants, donc là, ça rapportait de l'argent à l'église et beaucoup de personnes assez aisées demandaient à se faire enterrer. Pour cette époque, nous avons compté 91 sépultures réparties sur 1 à 4 niveaux. C'est la première période d'inhumation attachée au monument. Elles sont toutes orientées est-ouest, un peu décalées pour suivre l'axe du bâtiment qui lui-même n'est pas complètement orthonormé. Les contenants sont variés puisque nous avons des cercueils en bois cloués, des cuves maçonnées en plâtre qui représentent quand même 1/4 du corpus, là vous en avez quelques-unes, essentiellement dans les parties nobles de l'église, le déambulatoire, le chœur, la croisée du transept, et des fosses en pleine terre. Alors, même si le linceul est majoritaire, quelques tombes ont fourni des tissus. Vous en avez ici un galon avec un petit visage,
Là, c'est un tissu d'Areste qui est typique du XIIe, XIIIe siècle. Vous en verrez une photographie un petit peu plus tard. On le voit qu'il est décoré de griffons. Et c'est un type de chasuble qui est tissé dans les Cévennes. Là, c'est la version brute de fouille. Et donc ma collègue va vous montrer ça plus tard. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, une des grandes pratiques est de déposer des céramiques dans les sépultures. Donc, je vais prendre la main pour vous parler de la céramique médiévale qui a été découverte dans l'île. Donc, je me suis attachée à l'étudier. Donc, on a recueilli lors de ces opérations de fouilles plus de 4000 tessons de céramique. Et parmi ces 4000, j'avais exactement 4414 tessons. Parmi ces 4414 tessons, il y avait plusieurs types, ils correspondaient à plusieurs types d'occupations. Et aussi des datations tout à fait différentes. Donc, vous voyez sur ce graphique, une partie des tessons était datée entre le haut Moyen-Âge et le début du XIIIe siècle, bon, pas nombreux, 137. Une grande part entre les XIIIe, XVe, et enfin, 15e, 18e, une petite part. Et en fait, dans cet ensemble-là, il y a deux types d'occupations qui sont caractérisées. Une occupation domestique, c'est-à-dire qu'en fait, les vases portent des marques d'un usage en tant qu'ustensile de cuisson ou de conservation. Donc, ils sont rattachés à une occupation domestique. Et les autres vases, en fait, les plus nombreux, ceux qui ont été trouvés dans l'église, ce sont des vases qui ont été marqués de stigmates spécifiques à leur usage en tant que vases funéraires. Donc, c'est vraiment les vases funéraires, c'est ce qui correspond à l'occupation principale de l'église et c'est ce que je vais vous montrer. Là, je vais mettre l'accent sur les vases funéraires qui ont été découverts dans l'église de Gonesse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ces vases ont été découverts à côté, associés à des sépultures. En fait, ce sont des vases qui ont servi de vases à encens. Parce que la pratique du dépôt de vases dans les sépultures réapparaît en Île-de-France au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, et perdure tout au long du Moyen-Âge, et ça disparaît au début du XVIe siècle. C'est une pratique, ce dépôt de vases dans les tombes, qui est connue par les textes. Il y a deux liturgistes des XIIe et XIIIe siècles qui mentionnent des vases, soit à eau bénite ou soit à faire brûler de l'encens, qui sont déposés dans les tombes. Donc c'est vraiment mentionné par les textes dès le XIIe, XIIIe siècle. Alors il y a toute une vocation liturgique derrière. L'encens, c'est pour favoriser l'élévation de l'âme, et puis aussi plus prosaïquement, sûrement, à masquer peut-être une odeur de cadavre. Et l'eau bénite, c'est pour éloigner les démons. Donc on sait par les textes que des vases qui accompagnent le mort et sont déposés dans les tombes. Et il y a aussi l'iconographie qui nous aide. En l'occurrence, là, vous voyez un panneau d'un tombeau du fils aîné de Louis IX, qui est mort en 1260, dans sa 16e année. Et donc là, sur le brancard, c'est le cortège funèbre, et sous le brancard, vous voyez les trois petits pots. Et c'est ces pots-là qui nous intéressent, parce qu'effectivement, on est en plein dans cette pratique-là du dépôt de vase, du vase encensoir, qui accompagne le mort et qui va être déposé dans les tombes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le vase. C'est vraiment le vase typique du Moyen-Âge. C'est un vase qu'on appelle une houle à col en bandeau. C'est vraiment le vase à tout faire au Moyen-Âge. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est percé de trous. Et en fait, il y a des flamèches qui s'échappent de ce vase. Donc là, on a une représentation du cortège funèbre avec les vases à encens. Et donc, ces vases sont ensuite déposés dans la tombe. Et à Gonesse, on a une collection de références pour cette pratique funéraire, puisque là, vous avez un échantillonnage des vases qui ont été retrouvés lors de la fouille aux abords des sépultures. Là, vous avez les vases qui sont les mieux conservés. On en a à peu près, on avait 50, j'ai noté, on a une cinquantaine de vases complets ou archéologiquement complets. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ce petit... au premier plan, là, vous avez un vase, il est pas complet parce qu'il manque des tessons, mais on a tout son profil, donc on appelle ça archéologiquement complet. Donc en fait, on a vraiment une collection de références, puisqu'en fait, ce sont des vases là pour ceux-là qui ont été vraiment trouvés encore en place. Hormis ces 40 vases ou 50 vases archéologiquement complets, on a aussi beaucoup d'autres fragments de vases qui ont été utilisés comme dépôts funéraires, mais qui ont été retrouvés dans les remblais postérieurs, parce qu'évidemment, les sépultures ont été remaniées, et tout ça, ça a été rebrassé. Donc en fait, on a 40 vases en place, mais on a aussi beaucoup de vases en vrac dans les remblais. Et en faisant un comptage, en extrapolant, on a à peu près une centaine de vases sur l'église de Gonesse qui ont servi de vases
à faire brûler des charbons de bois, parce que si effectivement dans les textes on a des vases à encens et des vases à eau bénite, en fait à Gonesse on a spécifiquement quand même que des vases qui ont servi à faire brûler les charbons de bois. Ces vases, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous le voyez sur la photo, en fait, ce sont des vases qu'on trouve dans les cuisines et sur la table, mais qui là sont détournés de leur fonction initiale, à savoir servir à faire la cuisson, ou à servir le vin, ou à faire la conservation. Ils sont détournés de leur fonction initiale pour être utilisés comme vases funéraires. Ce ne sont pas des vases qui sont spécifiquement créés pour servir de vases encensoirs. Ce sont vraiment des vases du quotidien, sauf qu'en fait, ils n'ont jamais servi. Ils n'ont vraiment aucune trace d'une utilisation domestique, qui en fait, ils n'ont pas été exposés au feu, ils n'ont pas de trace d'usage. Mais en revanche, en fait, ce sont des vases qui portent des stigmates, comme quoi ce sont des rebuts de fabrication, des froliques de second choix. C'est-à-dire qu'en fait, le potier, il faut imaginer le potier fabrique ses pots en série, il les fait cuire et au sortir du four de cuisson, il se rend compte qu'il y a un pot qui est mal cuit, qui n'a pas une bonne couleur, qui est un peu bancal, qui est fissuré, mais qui est quand même complet, intact. Donc en fait, ils sont remisés, ces pots-là, ils ne sont pas jetés parce qu'ils sont quand même complets. Donc ce sont des pots remisés et qui en fait, là, sont susceptibles d'être réutilisés dans cette fonction-là. On voit sur cet assemblage-là de pots, c'est qu'il y a, par exemple, celui-là, il est complètement surcuit. Il est noir non pas parce qu'il a servi comme vase à faire réchauffer ou cuire des aliments, mais c'est qu'en fait, il a reçu un coup de feu dans le four de potier. Il y en a qui sont déformés, il y en a qui présentent des glaçures altérées, etc. Donc, il y a vraiment, ce sont des vases qui n'ont jamais servi, mais qui ont été recyclés. Donc, on est dans du recyclage, on est vraiment dans du recyclage, là. Donc, recyclage comme vase funéraire. Et c'est assez intéressant. Donc, moi, je vais vous présenter les vases funéraires. Donc, c'est sur la période 13e, 15e siècle. Donc, la période d'occupation dont vous a parlé Nathalie. Donc, on a donc 91 sépultures rattachées à cette phase. Les sépultures ont été datées en partie par le mobilier céramique associé. Et sur ces 91 sépultures, on avait 17 sépultures avec des vases encore en place. Et donc, je vais m'arrêter sur ces sépultures-là pour vous parler un petit peu, pour vous présenter l'évolution de la pratique du dépôt de vase à Gonesse à travers quelques exemples de sépultures pour ces différentes périodes. Je vais zoomer sur certaines sépultures qui sont vraiment exceptionnelles de par leur mode de construction, par les assemblages de céramique qui sont proposés. Donc, tout d'abord, la sépulture 1285, vous voyez, elle est ici, vraiment en plein cœur, elle est à la croisée du transept, dans l'axe de l'église. C'est une tombe maçonnée, donc il faut oublier ces pots, parce qu'en fait, c'est des pots qui appartiennent à la sépulture qui est au-dessus, ce n'est pas les pots qui appartiennent à la sépulture en question. Donc c'est une tombe maçonnée en plâtre, avec son couvercle encore en place. Alors les archéologues qui ont fouillé, moi j'ai suivi ça en différé, j'étais à mon bureau et donc j'avais l'équipe sur le terrain qui nous tenait au courant. Effectivement, il y a le couvercle, il est fissuré et à travers la fissure, qu'est-ce qu'on voit? Un petit bout de vase. Et en ouvrant le couvercle, à l'intérieur, il y avait donc 3 vases. Donc j'imagine la joie de mes collègues, effectivement, à l'ouverture de ce sarcophage, quand ils ont eu la joie de découvrir des vases encore en place à l'intérieur, tels qu'ils avaient été déposés 700 ans auparavant. Donc là, on voit, je crois que pour cette sépulture-là, l'étude anthropologique menée par notre collègue Isabelle Abadina, je crois qu'elle ne m'a pas permis de déterminer ni le sexe ni l'âge, donc c'était quand même un adulte. Et donc là, on voit les 3 vases déposés dans la tombe, donc 2 de part et d'autre de la tête. Et vous voyez bien à l'intérieur les charbons de bois qui sont encore ici, et un qui était déposé au pied. Donc ça, c'était une des sépultures les plus exceptionnelles. Là, ce sont les vases. Donc une fois retirés de la sépulture et nettoyés là, ce sont des vases qui sont vraiment spécifiquement dédiés au service du vin, mais qui là ont été utilisés comme vases à encens, des pichets et des cruches. L'intérêt de cette sépulture, outre l'aspect qu'elle a des vases à l'intérieur de la sépulture. Généralement, c'est vraiment exceptionnel. C'est un des rares cas en Île-de-France de dépôt de vase dans la sépulture. Les dépôts de vase sont surtout à l'extérieur. Outre le dépôt de vase à l'intérieur de la sépulture, ici, ce sont des vases assez exceptionnels parce que ce sont des pichets et des pichets qu'on appelle très décorés. Ils sont très décorés parce qu'il y a un décor complexe qui est mis sur ces pichets. Vous voyez donc le pichet est de teinte plus ou moins rosée. Et sur le devant, là,
des bandes d'argile rapportée un peu plus claires sont déposées. Elles-mêmes, ces bandes sont décorées de petits damiers réalisés avec une molette. De part et d'autre, il peut y avoir des petites pastilles et le tout est recouvert d'une glaçure jaune, comme un vernis. Et en fait, ça fait des objets un petit peu plus luxueux que des objets d'usage courant, qui sont ces fameuses houles à can bandeau. D'ailleurs, cette houle-là ressemble à celle qu'on a vue sur le panneau du tombeau du fils de Louis IX, qui sont des récipients d'usage courant. Ça, ce sont des récipients de service un peu plus luxueux qu'on met sur la table. Donc là, on a un assemblage de vases qui est un peu plus élaboré, qui signale peut-être que la personne enterrée avait un statut un peu particulier. Donc là, vous avez les dessins de ces fameux vases. Donc, ils sont perforés de trous. Les perforations, c'est pour faciliter la combustion des charbons de bois qui étaient mis à l'intérieur. Et donc, là, on voit les perforations qui sont disposées sur 3 rangées sur ces pichets. On les voit ici, elles sont réalisées avec un petit outil qui permet, après de là, elles sont un peu limées. Donc ces perforations sont réalisées après cuisson dans le four, hein. Elles sont faites après la cuisson, donc grâce à des outils très particuliers. Une autre sépulture assez exceptionnelle, c'est celle-ci, c'est la 168, elle est dans le déambulatoire et elle est en position rayonnante par rapport au cœur. Et outre sa position, ce qui est assez particulier dans cette sépulture, c'est une tombe maçonnée, c'est qu'elle comportait, alors c'est pareil, c'est encore une découverte exceptionnelle, c'est un cas unique en Île-de-France, hein, ces sépultures avec des niches. Elle comportait 4 niches de part et d'autre, il y en avait 2 de part et d'autre de la tête et 2 de part et d'autre des pieds. Et dans ces niches, en fait, c'était des niches spécifiques pour accueillir ces fameux vases à charbon de bois à encens. Lors du diagnostic mené par Nathalie et son équipe, il avait été découvert d'abord cette première sépulture qu'on voit au premier plan. Cette sépulture avait été dégagée en partie et c'est qu'au moment de la fouille que le couvercle encore en place a été enlevé et que les vases ont été découverts. Au moment du diagnostic, il y avait le couvercle n'avait pas été enlevé. Donc moi, j'avais eu comme matériel archéologique que le vase qui était contenu dans la fosse de comblement de cette sépulture-ci. Et en fait, dans le comblement de cette sépulture-ci, j'avais 2 vases archéologiquement complets mais cassés. Et en fait, il s'est avéré que c'était les 2 vases de ces niches-là qui avaient été retirés par les fossoyeurs lors du creusement de la fosse sépulcrale pour la tombe du XIVe siècle. Quand ils ont creusé cette tombe, ils sont tombés sur le sarcophage. Ils en ont extrait sûrement les 2 vases de tête et les ont remis dans le comblement de cette sépulture-là. Et en fait, à la fouille, donc, il y avait eu les 2 seuls vases au niveau des pieds qui étaient encore conservés dans leur niche. Donc vous voyez encore là un vase retrouvé tel qu'il avait été déposé 700 ans auparavant. Et ce qui est intéressant en plus sur ce cliché pris, c'est que vous voyez tout en haut, là, il y a un petit rond de fumée. Donc en fait, ils ont vraiment été déposés encore fumants, encore chauds, avec les charbons de bois encore en combustion dans la niche, puisque ça a marqué le plafond. Après, une fois que le couvercle est reposé, ça brûle tant qu'il y a de l'air, et quand il n'y a plus d'air, ça s'arrête. Donc voilà les vases, une fois retirés et nettoyés. Donc, ce sont des vases là qu'on appelle des vases à col en bandeau, très, très, très classiques pour le Moyen-Âge. Ils sont assez frustres. On voit les efflorescences, en fait, je pense que c'est une réaction avec le plâtre et le gypse qui était frais, l'humidité et la chaleur. Hein. Mais en fait, ce sont quand même des vases qui sont déformés. Vous voyez au niveau des pieds, là, il y a une déformation. Ils sont à nouveau perforés de trous sur plusieurs rangées. Et donc, à l'intérieur, il y avait des charbons de bois qu'on peut voir ici. Je reviendrai plus tard sur les charbons de bois. Une autre sépulture intéressante pour le XIIIe siècle, c'est celle-ci. Elle est au niveau de la croisée du transept. Elle est malheureusement incomplète, mais l'étude anthropo, quand même, a permis de déterminer que c'était une femme, je crois, de plus de 50 ans. Et donc, elle est incomplète parce que perturbée par des installations postérieures. Et à l'extérieur de cette tombe maçonnée, il y avait un vase précautionneusement disposé, un seul, hein, malheureusement, et il y avait une paroi de plâtre peut-être pour le protéger. Donc voilà le vase une fois nettoyé et vidé de son contenu. Donc on le voit encore toutes les multiples petites perforations. Ce vase, c'est une houle à col en bandeau comme les précédentes, mais cette fois il est peint d'un décor assez caractéristique de la région.
Et les perforations, ce qui est intéressant, c'est quand on les observe de près, on voit les petites pointes de l'outil qui a servi à réaliser ces encoches. Là, sur cette grosse perforation, on voit bien les petites pointes par endroits qui ont servi à préparer la réalisation de ces perforations. Donc celui-ci, il est daté à peu près du dernier tiers du XIIIe siècle. Pour le XIVe siècle, je vais m'arrêter sur 3 sépultures qui ont des dépôts de vases encore en place. La sépulture 76, qui est dans la nef, c'est une sépulture en cercueil. Et je sais pas, non, on n'a pas le sexe ni l'âge de l'individu. Donc c'est une sépulture en cercueil. Les vases sont déposés à l'extérieur du cercueil, mais dans la fosse sépulcrale. Donc ils sont déposés tout le long, là, on les voit ici. Et on voit aussi encore quelques fragments là. On voit quelques charbons de bois épars. Et dans cette sépulture, ce qui était intéressant, Nathalie en a parlé, c'est qu'en fait, il y a eu un tissu qui a été mis au jour, ce qu'on appelle en drap d'Arrest, tissu donc, qui aurait été tissé dans les Cévennes, une chasuble, et sur cette chasuble, il y avait ces motifs de griffons. Là, c'est après restauration par le laboratoire qui a été chargé de la restauration de ces tissus. Donc, tissu assez exceptionnel. Donc, tombe exceptionnelle, donc on a quand même un assemblage de mobilier sur cette tombe assez intéressant. Une autre sépulture, c'est la sépulture 1280. Là, c'est à nouveau une tombe maçonnée, donc on voit qu'on a tombe maçonnée et cercueil pour les sépultures du XIVe siècle avec des dépôts de vases. Là, on a 3 vases encore en place, mais il faut imaginer qu'il y en avait très certainement un 4e ici, mais qui a été enlevé lors de l'implantation d'une sépulture postérieure. Une fois le couvercle enlevé, là à l'intérieur, je crois que c'était un homme, peut-être un homme mature, et on voit cette sépulture-là en plus une loge céphalique pour l'accueil de la tête. Et la sépulture 1284, donc c'est celle qui était près de la sépulture avec les fameux pichets ici. Là. Et là, c'est les 2 vases qui nous intéressent. Il devait très certainement y en avoir de l'autre côté aussi, mais ils ont disparu liés à cause des perturbations postérieures. Les vases de ces 3 sépultures sont à peu près tous les mêmes. C'est vraiment, ça commence vraiment à se standardiser et s'homogénéiser tout ça. Et donc, ce sont des houles à colombando. Il y a peu de décors, voire pas, très peu, à part ce décor peint sur cette houle-ci. Et ce qu'on observe par rapport aux vases de la période précédente, c'est qu'il y a beaucoup moins de perforations. On en a ici, sur une rangée. On en a une ici, quelques-unes un peu plus haut ici. Donc beaucoup moins de perforations. C'est un type d'houle qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle des houles, ce type de vase. C'est des houles à col en bandeau, c'est plus techniquement. Et ce sont des vases qu'on rencontre beaucoup en contexte funéraire dans la région, sur les fouilles menées dans des contextes religieux comme l'abbaye Notre-Dame d'Argenteuil ou l'église de la Courneuve. Quand on a des tombes funéraires avec des dépôts de vases, on retrouve ce genre de vase. Et à Chelles, notamment dans une des sépultures de la salle capitulaire, il y avait un assemblage de vases où on voit bien qu'ils sont complètement c'est vraiment des copies conformes. Et c'était des vases qui étaient déposés dans les tombes. Mais ils avaient quand même un usage domestique, puisqu'on en trouve aussi en contexte domestique. Je vais vous montrer d'autres vases du XIVe siècle qui ont été découverts là autour d'une autre sépulture que je n'ai pas localisée sur le plan. Et là, ils sont encore à nouveau déposés le long du cercueil, entre le cercueil et dans la fosse sépulcrale. On voit bien les charbons de bois. Les voici une fois reconstitués. Donc là, c'est ce qu'on appelle communément des coquemars. C'est une forme caractéristique du XIVe siècle en Île-de-France. C'est des petits vases qui servent plutôt à la cuisson, à la conservation, pourquoi pas au service. Et là, ils n'ont pas servi. On observe encore les perforations. Ici. Bon, après, elles sont difficiles parce qu'il y a des éclats aussi, il y a des lacunes, mais il y a des perforations. Et les décors peints que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des flammules. C'est un décor caractéristique du Moyen-Âge francilien. Donc voilà pour les vases du XIVe siècle. Au XVe siècle, on a 2 sépultures assez intéressantes. C'est les 2061 et 2080. Elles sont dans la nef. Et ce sont des sépultures en cercueil. Et elles avaient 4 vases aux 4 coins du sarcophage, enfin de la sépulture. Là, je crois que dans la sépulture 2061, c'est un immature. Il avait 15-19 ans à peu près au décès. Et il y a 4 vases déposés au coin.
L'autre sépulture aussi, donc les vases ont été découverts en 2 temps. Hein. Dans un premier temps, les 2 vases ont été découverts et à la fin, lors du creusement, enfin de l'excavation de la fosse sépulcrale, les 2 autres vases ont été découverts de part et d'autre. On a là sur cette sépulture à nouveau 4 vases. Les voici dégagés et nettoyés. Donc ce sont vraiment des standards. Là, on a vraiment c'est des standards, ils sont comme neufs, ils sont d'une grande fraîcheur. Il y a quelques petites lacunes, hein, il manque un bout d'anse, mais c'est peut-être la cause de leur mise au rebut. C'est vraiment des modules standards, c'est encore des coquemards. Et pour le XVe siècle, qu'est-ce qu'on observe? Plus du tout de perforation. Donc là, mais quand même des traces de fumigation à l'intérieur. Donc voilà pour le XVe siècle. À l'intérieur de ces différents vases, donc, il y avait des charbons de bois qui ont fait l'objet d'analyse par 2 de nos collègues, par Sylvie Coubret, mais également Blandine Lecomte-Schmitt, qui ont déterminé donc, les essences à l'intérieur de ces charbons de bois. Et on avait entre 1 à 6 essences différentes. Il y a une sépulture dans laquelle les essences étaient les plus variées. C'était la sépulture 168, la fameuse avec les niches, où il y avait de l'hêtre, érable, saule, tilleul, châtaignier, chêne, orme. Et sinon, on retrouve différentes essences un petit peu partout. On a aussi du tilleul, de l'érable, de l'orme et du fusain, et de la vigne au XVe siècle. Donc voilà pour le contenu des vases et des charbons de bois. On a aussi donc, les traces de combustion dont je vous parlais, elles sont donc très nettes au XIIIe siècle et un peu moins, vous voyez les petites traces noirâtres dans le fond, ça c'est un vase du XVe siècle. Donc c'est vraiment très, très discret, hein, très fugace, alors qu'au XIIIe siècle c'est très très noir. Donc on sent bien que ça a beaucoup plus brûlé au XIIIe qu'au XVe. Et une des découvertes exceptionnelles aussi qui a été faite à l'occasion de cette fouille, c'est lors de l'étude anthracologique menée par Sylvie Coubret, il y a les fragments d'une matière non ligneuse qui ont été mis au jour dans ce vase-ci, au sein de cette sépulture-là. Et envisagé dans un premier temps comme encens et confirmé après rapport par Martine Regert, qui était directrice au CNRS, qui a fait les analyses chimiques de cette substance, c'est bien de l'encens, qui est issu des arbres Boswellia, et ça vient donc de la Corne d'Afrique ou Yémen. Donc là, c'est vraiment très intéressant et c'est rarement découvert. Hein. On a beaucoup de découvertes de vases funéraires dans les tombes. Les charbons de bois à l'intérieur avaient rarement été analysés jusqu'à présent. Et là, en plus, on a une trace d'encens. C'est une découverte vraiment exceptionnelle pour le sujet. Donc en synthèse, pour le dépôt de vases dans les tombes, on voit bien qu'au XIIIe siècle, on a les vases sont nombreux, de tout type, beaucoup de perforations, un enfumage important, de la résine d'ancien. Au XIVe siècle, beaucoup moins de perforations, l'enfumage est moins marqué. Les vases deviennent de plus en plus simples et au XVe siècle, il y a une grande standardisation des formes, les peaux ne sont plus perforées et il y a peu de traces de fumigation. En fait, ça dénote bien qu'au début de la pratique, elle était intense. Hein. On voulait vraiment faire fumer les vases avant de les déposer dans les tombes. C'était vraiment une pratique bien suivie, et puis plus le temps passe, et plus en fait, le pot n'a plus qu'une valeur symbolique. En fait, au XVe siècle, il y a le pot, mais il n'y a plus vraiment la valeur, enfin l'effet qui était recherché d'encens et de fumigation. C'est plus de l'ordre du symbole, en fait, cette pratique. Donc, plus généralement, là, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer qu'un petit peu au niveau de l'Île-de-France, les découvertes de vases dans les tombes, il y en a eu beaucoup. J'avais fait une enquête au cours d'un colloque, là, dont vous voyez l'ouvrage, la Dépôt dans les tombes, qui est paru cette année. Colloque organisé par l'Université de Caen, qui fait le point sur les découvertes des pots dans les tombes au niveau national. Et donc là, pour la région Île-de-France, on avait fait une enquête pour recenser toutes les découvertes de pots. Et en fait, au XIIe siècle, en Île-de-France, ça commence tout doucement dans les contextes pour voir un petit peu où se place Gonesse dans ce contexte-là. Au XIIIe siècle, on voit que les découvertes de vases sont de plus en plus nombreuses. Au XIVe siècle, c'est une apogée de découvertes de pots dans les tombes. Ça régresse au XVe siècle et le XVIe, il n'y en a quasiment plus. Donc c'est vrai que la Gonesse illustre vraiment bien en fait, cette pratique de dépôt de vases dans les tombes en Île-de-France au Moyen-Âge surtout.
Mais au-delà de l'aspect fonctionnel et liturgique, en fait, les vases qui ont été mis au jour dans l'église de Gonesse renseignent aussi plus simplement sur les productions locales, parce que d'où venaient ces vases? Tout simplement de la région. Ce sont des vases qui sont produits localement. Donc circuit court et recyclage, hein, on a tout à apprendre du Moyen-Âge, hein, parce que les produits des fouilles de Gonesse, en fait, ce sont des produits qui proviennent de la vallée de Lisieux, dans le nord du département du Val d'Oise. Et en fait, c'est des analyses chimiques qui ont été menées sur quelques-uns des tessons de l'église de Gonesse et qui ont bien montré que les vases funéraires de Gonesse proviennent de ces ateliers de fosse. Donc on est vraiment sur un approvisionnement local pour une pratique qui est courante, quoi. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur la céramique médiévale découverte dans l'église de Gonesse. Je relaisse la main à Nathalie pour la suite de la période. Donc après cette occupation médiévale, on a mis en avant l'époque moderne, donc pour le XVIe, XVIIe siècle. Donc vous voyez ici la répartition des structures mises au jour. En gris, ça correspond au sol. On se rend compte que les niveaux de sol sont un peu plus lisibles, même s'ils sont toujours très très fragmentaires et sporadiques. Le reste est constitué des sépultures, encore et toujours, hein. C'est ce qu'on trouve le plus dans les églises. La grande différence, c'est qu'à l'époque moderne, les registres paroissiaux apparaissent avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui oblige les curés à tenir un registre des baptêmes. Cette ordonnance est confortée en 1579 par l'ordonnance de Blois qui demande à ce que les mariages et les sépultures soient également indiqués dans les registres paroissiaux. Là, vous avez deux exemples tirés des registres paroissiaux de Saint-Pierre de Gonesse qui mentionnent l'inhumation dans l'église, dans le bâtiment. On n'a pas beaucoup de chance parce que les curés de Gonesse n'ont pas laissé beaucoup de commentaires. Vous voyez, les actes sont très très courts. Et c'est très rare qu'ils mentionnent l'endroit où le défunt est inhumé. Donc pour toute la période moderne, on n'a noté que 15 mentions, alors que nous avons 107 sépultures fouillées. Hein, je vous rappelle qu'on n'a pas fouillé non plus l'intégralité du bâtiment. Et ils ne notent pas non plus, comme on peut le voir dans d'autres communes, enterrés dans l'église, dans le cimetière. Il y en a certains même qui précisent devant telle chapelle, etc. Mais bon, ça nous donne quand même la vérification qu'il y a bien eu, même dans les textes, la mention des inhumations dans l'église. Donc là, c'est deux exemples, 1692 et le deuxième qui est de 1711, je crois. Donc pour l'époque moderne, nous sommes là dans la plus forte densité d'inhumation, puisque je vous ai dit on a 107 sépultures qui sont réparties sur 3 à 5 niveaux. Le mobilier devient rare, comme vous l'a dit Caroline, puisqu'on ne trouve plus de céramique. On reste dans la logique chrétienne qui veut qu'on n'a aucun ornement, et on trouve essentiellement des épingles de linceul qui confortent l'utilisation majoritaire de ce type de... pas de vêtements, mais d'utilisation. Les contenants sont exclusivement des cercueils cloués. On a retrouvé les clous avec les traces de bois. Une étude a été menée, parce que là, pour cette conférence, on a mis l'accent sur les céramiques, mais on aurait pu très bien faire venir un autre spécialiste, des cercueils, l'anthropologue, le numismate, la personne qui a fait les tissus, celle qui a étudié les tombes maçonnées. On a vraiment plein d'autres choses qu'on aurait pu vous raconter. Au départ, on pensait ne pas diviser l'époque moderne, mais on s'est rendu compte que la fin de l'époque moderne, notamment le XVIIIe siècle, nous avait donné des structures un peu particulières. Au diagnostic, rien vraiment. Si, juste dans vous voyez ce carré-là, ce qui correspond à nos sondages de diagnostic, on avait trouvé un sol de plâtre avec des lignes droites tirées dessus. À l'époque, on avait interprété ça comme des lignes d'épure. L'architecte avait dessiné dans le plâtre frais à l'échelle ce qu'il devait construire au-delà. On a encore pas mal de sépultures, hein, c'est ce que vous avez en rose. Mais surtout, pour cette époque, ce qui nous a impressionnés, c'est la conservation des sols. Il nous a donné vraiment... Ici, c'est le sol qu'on a trouvé immédiatement après le retrait du dallage. Le dallage actuel, ce n'est pas nous qui l'avons enlevé. Il faut se rappeler que nous sommes dans un monument historique. Le dallage actuel est donc classé monument historique. Il ne fallait surtout pas l'abîmer en le retirant pour qu'il soit reposé ensuite. Donc ça a été fait par une entreprise spécialisée mandatée par la commune.
Après le retrait de ce dallage, nous, on a nettoyé toute la couche qui servait à le poser, le mortier, la chaux, etc. Et ce site est apparu. Donc vous voyez, on l'a reconstitué ici. En jaune, c'est ce que vous avez ici, ça forme comme des tapis. On voit les qui étaient dallés, on voit ici la trace des dalles. Et sur le bord, c'était des dalles droites. Le reste des sols, vous voyez ici noté 105, c'est du plâtre. On a vraiment des zones de circulation privilégiées dans un matériau dur, alors que le plâtre est plutôt mou, plutôt l'emplacement des bancs. Après avoir retiré ce niveau de sol, celui-ci, entièrement en plâtre. La particularité, c'est ce que vous voyez ici en bleu. C'est un peu petit, mais il y a des décors. Et ces décors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça correspond aux lignes qu'on avait trouvées en diagnostic, qu'on avait mal interprétées, puisqu'en fait, il s'agit de gravures funéraires, thématiques religieuses, avec des croix, des calvaires, qui servaient à marquer l'emplacement des tombes. On a abandonné les pierres tombales en pierre, qui devaient sûrement être beaucoup plus onéreuses, et on a utilisé le plâtre pour marquer au sol. On est sûr que ce niveau de sol appartient bien à la fin du XVIIIe siècle, puisque sur cette dernière diapositive, nous avons une date, 1767. Ça, pour nous, c'est très pratique quand on est archéologue, parce que là, au moins, on est sûr, on est bien calé. Il y a des recoupements entre ces différentes gravures. En fait, on creuse, vous voyez, là, il y a des creusements postérieurs, des tombes plus récentes. On creuse, on enterre le défunt, on coule la dalle de plâtre et on grave le dessin dessus. On a besoin d'une autre sépulture, on recreuse, on recoule et on voit que les limites des sépultures se chevauchent. Et donc même là, on a pu déterminer une stratigraphie sur une période très très courte, ça dure une dizaine d'années, pas plus, sur ces gravures funéraires. On peut imaginer que c'est vraiment la dernière manifestation des inhumations dans l'église, puisqu'en 1776, il y a un édit qui interdit toute inhumation dans les monuments. Cependant, quand on regarde les registres paroissiaux, on se rend compte qu'il y a eu quelques passe-droits, notamment la mère d'un curé bien après. Donc voilà un aperçu des tombes les plus récentes. Elles sont 76 pour cette période, vous voyez, c'est encore impressionnant pour vraiment la toute fin du XVIIIe siècle. Elles sont seulement sur un ou deux niveaux, regroupées dans la nef et les bas-côtés. Les recommandations hygiénistes ont été entendues, puisque les fosses sont beaucoup plus profondes, elles avoisinent à peu près le mètre de profondeur, ce qui explique aussi que les tombes plus anciennes, médiévales et mérovingiennes, ont en partie disparu. Comme pour la phase précédente, c'est le cercueil cloué qui est utilisé exclusivement, et les rites sont exactement les mêmes. On a par contre là une réapparition du petit mobilier, comme des boutons qui montrent que certains défunts étaient habillés, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent avoir un linceul après par-dessus, ça c'est pas exclu, et quelques objets de piété, comme ce crucifix, et quelques perles de chapelet que nous avons retrouvées dans d'autres tombes. Pour clore toutes ces découvertes, la Révolution à nos jours, c'est un tout petit peu avant la Révolution et pendant que le dallage actuel a été posé. Ce dallage est différent suivant les zones de l'église. Dans la nef et les bas-côtés, nous avons des pierres calcaires de forme octogonale avec des petits cabochons en pierre noire. Dans l'ambulatoire du chœur, c'est des pierres plates calcaires qui, en fait, lorsqu'ils ont été déposés, on s'est rendu compte que ce sont d'anciennes pierres tombales qui ont été découpées et réutilisées, puisqu'on a vu des décors dessus. Et pour le chœur, du marbre, notamment, là, vous la voyez déposée, mais une rose des vents qui se trouve à l'entrée du chœur. La rose des vents date de 1787. Le dallage a été terminé en 1794, avant la fête en l'honneur de l'être suprême qui a eu lieu le 20 prairial en 2, 8 juin 1794. Comme je vous l'ai dit au tout départ, parmi les travaux prévus, il y avait notamment la réfection de ce dallage-ci dans la nef, puisqu'à de nombreux endroits, il y a eu des affaissements dus aux sépultures sous-jacentes qui ont laissé des vides et qui avaient été repris, mais le sol était vraiment plus plan et ça devenait un petit peu difficile, ne serait-ce que pour poser les chaises et les bancs qui devenaient tous un peu bancales. L'église est classée en 1862 et de nombreuses restaurations ont lieu dans le courant du 19e siècle,
et notamment sous œuvre aussi au niveau des dallages. Les derniers travaux qui ont eu lieu, qui ont vraiment impacté le sous-sol, c'est la pose du chauffage par air pulsé en 1966. Avant qu'on démarre l'opération, on nous avait annoncé, vous voyez ce qui est en jaune, des gaines enterrées de 50 cm de profondeur. En fait, là, vous avez la zone de fouille du cœur, elles font plus d'1 mètre de large, 1,50 m de profondeur. Nous aurions dû fouiller dans ces deux zones-là, qui sont les plus anciennes, et on n'a pas pu, il y avait vraiment trop de gaines, et ça nous a vraiment empêché toute découverte dans ce secteur. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire dans le temps qui nous a été accordé pour cette conférence. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Pour ceux que ça intéresse, courant au début du printemps, va démarrer à Gonesse même une exposition sur la fouille où vous pourrez voir en vrai les objets qu'on a pu vous montrer et d'autres encore que là, on n'a pas eu le temps de vous montrer. Voilà. Merci Caroline, merci Nathalie. Si vous avez des questions, je peux passer un micro auprès de vous. Monsieur Savino. Ouais. Oui, au cours de la photo, Attends, je cherche la photo. Des meules Ouais. de moulin Oui. qui étaient empilés donc, Voilà, en dessous là, ici. dans les fondations. Est-ce qu'on a une indication sur la datation, sur le pourquoi de cette utilisation? Le pourquoi de l'utilisation, oui et non. En fait, on s'est aperçu que quand ils ont voulu construire ces piles, ils ont mis plus ou moins à plat le sol, puisqu'il faut savoir qu'autour des piles, là on ne le voit pas sur cette photo, on le voit sur les photos sur l'autre coupe, il y a des très très grands creusements que nous, par facilité de vocabulaire, on a appelé silos, parce que ça ressemble à ce qu'on fouille, nous, pour les périodes anciennes, des silos en cloche, qui étaient des grands creux. Donc là, ils les ont rebouchés et ils ont posé sur le fond des grandes dalles qu'ils ont récupérées. Et parmi ces dalles, effectivement, il y a 2 meules, dont une qui a été retirée et étudiée. La deuxième est restée sur place, ça fait quand même partie de l'étude. On est au tout début du Moyen-Âge. On ne sait pas pourquoi elles sont dans l'Église particulièrement. On n'a pas trouvé de rite associé dans la littérature. C'est vraiment un cas, je ne dis pas que c'est un cas unique, mais après il y a les histoires de moulins mystiques, mais là on n'est pas très très convaincus. Plutôt un matériau local, puisque sur le Croul qui passe dans Gonesse, il y a plusieurs moulins. Peut-être un moulin réformé, on a récupéré les dalles, mais ça fait loin, c'est lourd. C'est lourd, donc là on n'a pas de vraie explication à suivre. S'il y en a d'autres exemples ailleurs. Là, à plusieurs reprises, Caroline vous a cité découvertes exceptionnelles, etc. Mais c'est vrai qu'on en a eu plusieurs. Déjà, les sépultures que vous avez présentées, et moi, le sol que je vous ai montré, le sol gravé avec les gravures funéraires, pour l'instant, je n'ai trouvé aucun autre exemple, que ce soit en Île-de-France, où j'ai même questionné d'autres collègues qui fouillent ce type de structure, et ça aussi, pour eux, c'est assez inédit, quoi. On est vraiment dans... Il y a plein de petites choses bien intéressantes dans cette église. C'est pour ça que ça nous a laissé sur notre faim de ne pas pouvoir tout faire. Vous avez dit au début de votre présentation que, effectivement, la différence entre nécropole et cimetière. Oui. Parce que, bon, je Oui. parce qu'il n'y a pas de lieu de culte attesté. Oui. Ça. Pour l'instant, il n'y a pas de lieu de culte attesté et pour l'instant, on n'en a pas trouvé non plus. Donc, on préfère continuer à parler de nécropole, quitte à changer de vocabulaire au fil des découvertes qui pourront être faites dans l'avenir. Mais on préfère garder les bons termes pour l'instant. On a quand même pas mal de tombes là pour l'époque mérovingienne et on sait qu'il y en a d'autres de toute façon, puisqu'il y a les zones où on n'est pas allé jusqu'au substrat géologique. Mais pour l'instant, non, on n'a pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un et qu'il ne se trouvait pas au même endroit. On sait que ce n'est pas que à Gonesse, les églises gothiques prennent la place des églises romanes, les églises romanes prennent la place d'autres lieux de culte. Donc pourquoi pas? Mais là, on n'en a pas la preuve.
On peut émettre autant d'hypothèses qu'on veut, ça ne coûte rien, mais on n'a pas la preuve. Et nous, en tant qu'archéologues, on ne peut pas dire... Donc on reste sur le vocabulaire, pas de lieu retrouvé, donc nécropole. Voilà. À partir de quelle date les morts ont été tout seuls? Parce que là, ils étaient par couches, comme les Hébreux, enfin comme les Juifs. Les Juifs sont enterrés les uns sur les autres. Ah non, là c'est parce qu'en fait on manque de place. D'accord. On manque de place. C'est un commerce. On fait payer l'emplacement dans l'église. Donc du moment que la famille ne paye plus de messe ou que la somme qui avait été versée pour un certain temps est épuisée, ben, on reprend l'emplacement. La pierre tombale, si elle n'est plus là, pareil, on perd la mémoire de son emplacement exact et on recreuse et du coup les sépultures se chevauchent. Parfois même, on en a trouvé, bon là j'ai pas de photo précise à vous montrer, mais on en a retrouvé où quand on a creusé la fosse, qu'on a voulu mettre en place le cercueil, ben, il y avait déjà des os qui traînaient, ben, on les a poussés vraiment le long des parois pour mettre en place le cercueil. On a ce qu'on appelle les réductions, le long des fosses sépulcrales. Et c'est vraiment une histoire de manque de place. Oui, donc vous dites que vous avez trouvé un moule pour faire une cloche. Oui. Mais pour faire la cloche, il faut fondre Oui. Du métal. Vous n'avez rien trouvé pour de four Non, on n'a rien trouvé d'associé dans l'église. Mais comme on n'a pas fouillé à l'extérieur, ouais, on ne sait pas. On est sûr que ça a été coulé sur place, hein, parce qu'on a des traces de coulée, des petites perles de bronze, des bâtitures. Enfin, on a plein d'éléments qui prouvent que ça a bien été coulé sur place. Il y a le moule qui est cassé là, hein, mais on n'a pas trouvé les chauffes associées. Oui, parce que non, il faut chauffer. Oui, il y a forcément, effectivement, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Après, on n'a pas fouillé la fosse en entier, puisqu'il y a la partie circulaire et la partie allongée. Et peut-être qu'il y avait plus de traces dans cette partie-là, mais c'était hors emprise de la fouille. Donc on ne peut pas conclure là-dessus. Non, très très peu. Non, il y a très très peu de monnaie sur l'ensemble de la fouille, quelles que soient les périodes. On doit tourner autour d'une trentaine seulement. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas elles qui nous ont permis d'affiner la datation. C'est vraiment la céramique et la stratigraphie et les empilements des structures par rapport aux autres, mais non pas les monnaies. On est dans une église, hein, les rites chrétiens sont vraiment appliqués, pas de mobilier. À part, vous voyez, à la fin, et alors je vous dis, on a quelques crucifix, mais pour la fin du XVIIIe siècle aussi, on va avoir quelques anneaux, des alliances essentiellement. Rien du tout, là. On est déjà sur du rite chrétien, puisque le peu d'éléments qu'on a retrouvés prouvent cela. Non, on n'a aucun... Puis on n'a pas de monnaie d'or, hein. C'est vraiment des petites monnaies. Là, on vous l'aurait montré, je pense, parce que c'est tellement peu courant que là, si on avait eu un objet en or, on l'aurait montré. On a même, vous voyez, même élément de parure, on n'en a vraiment pas grand-chose. Oui, parce que les Mérovingiens, c'était une grande classique. Payer son denier. Ouais, bah, peut-être qu'à Gonesse, ils étaient très pauvres. Ils avaient peut-être déjà payé, oui. Et sur le plateau de France, il y a d'autres projets ou il y a d'autres églises qui ont été fouillées? Peut-être, je ne sais pas. Il y a eu Louvre. Ah, il y a eu, oui, il y a l'eau, oui, mais pour l'époque mérovingienne. Oui, Sarcelles. Il y a Villiers-le-Bel, Villiers-le-Bel aussi, puisque j'y étais en plus. Pas beaucoup. Ouais, mais c'est des fouilles anciennes, oui. Pardon? Ah, mais là, on est plus loin, là. Ouais. Ce monsieur demandait à l'Île-de-France, Plaine de France. Si, il y en a eu quelques-unes. Fouilles aussi larges, peu. Des petites opérations de surveillance. Là, c'était pour faire le chauffage par le sol, qui a été fait. Maintenant, quand vous allez dans l'église de Gonesse, il fait bon. Au-delà. Oui. Et après la fouille, vous conservez ce que vous avez trouvé dans l'état ou qu'est-ce qui se passe après? Une fois que vous avez fouillé, vous mettez en état. Une fois qu'on a fouillé, l'aménageur fait ce qu'il veut. D'accord. Voilà. Non, mais...
Nous, on enlève tout ce qui peut être enlevé. Ah, tout est enlevé. Non, pas tout. Les murs, ça, on ne peut pas les enlever, c'est trop gros. Nous, on enlève tous les éléments qui sont transportables pour les étudier. Après, ils sont rendus. Il y a une dévolution qui est faite par l'État, en partie au propriétaire et une partie qui reste à l'État. Mais là, c'est plus de notre sort. Mais tout ce qui reste en place, notamment les murs que vous voyez là, nous, on n'a plus de regard dessus. Les squelettes ont été retirés. Ceux que nous avons trouvés ont été retirés. Ce qui n'a pas été fouillé est resté. Dans le projet qui a été mené, je n'ai pas entendu parler de compactage, donc je pense qu'ils sont encore entiers, contrairement à ce qui était prévu sur le projet initial, où là, il parlait de compacter. Et quand j'ai vu que le prescripteur nous limitait à 50 cm de profondeur, moi, j'entendais le compactage qui faisait sur les os. Ça m'a fait un petit peu peur. Donc, a priori, ça ne s'est pas passé avec le projet qui a été réalisé, mais il y a eu d'autres destructions à côté, quoi. On est allé au-delà de la prescription. On est allé au-delà. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. On est allé au-delà de la prescription dans des zones qui nous ont paru présenter un intérêt scientifique particulier, notamment autour du moule à cloche, devant le chœur avec toutes ces sépultures maçonnées, avec les tombes, les céramiques très très riches, les tissus, etc. Donc là, on a eu autorisation. On est sur une pente, donc effectivement le sol géologique ne se trouve pas voilà. Au même niveau partout. Niveau, hein. Côté nord, c'est plus près que côté sud. Oui. Et il me permet de préciser qu'on a financé largement au-delà de... Ah, mais mes gens, ils savent, Monsieur Blasi, vous ne connaissez pas. En fait, Monsieur Blasi, député maire de Gonesse, c'est parmi nous. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait qu'on a fait plus que ce qui avait été prescrit au départ. Grâce à son entremise, volontairement, oui, parce que c'est vrai que ça en valait le coup. C'est vrai que si ça avait été à l'heure actuelle, le conservateur régional d'archéologie d'Île-de-France a changé. Et sa politique sur la fouille dans les églises est totalement différente, puisque lui part du principe que si on fouille une église, on fouille tout. Sinon, on fouille rien et donc pas d'aménagement. Voilà. Ben oui. Mais oui, mais on a déjà quand même beaucoup de résultats. Et je vous invite vraiment à aller voir l'exposition qui aura lieu à Gonesse au printemps, parce que vous verrez beaucoup de choses dont là, on n'a pas pu vous parler. Il y a plein d'autres choses intéressantes. J'ai une question aussi pour Caroline Claude. Concernant les pots funéraires, est-ce qu'on a une idée un peu plus précise du type d'outil qui était utilisé pour faire les trous dans les pots, et éventuellement aussi, est-ce que ça peut se retrouver dans d'autres contextes, parce que j'ai malheureusement pas consulté le colloque, dans lequel il y aurait des pots qu'on a fabriqués spécifiquement pour cette utilité. Alors oui, du coup j'en profite pour faire une toute petite incise. À propos des pots, c'est pour ceux qui savent ces thématiques-là, on a une conférence avec Daniel Alexandre Bidon au musée Arkea à Louvre, oui. l'histoire prochaine, 18h30, pour les personnes qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter. Il y aura de la place pour tout le monde. Alors pour les pots, les outils dans les pots, non, les outils qui ont servi à faire les perforations, on voit bien les petites pointes qui ont servi à la base. Après, l'outil en lui-même, on ne l'a pas retrouvé. À mon avis, c'était la personne qui faisait les perforations, c'est une personne qui savait manipuler l'outil et le pot, pourquoi pas le potier? Parce qu'il y a des pots qui sont d'une très grande finesse, hein. Les petits pots du XIVe siècle, il faut savoir que les perforations sont faites sur des épaisseurs les pattes font 2-3 mm d'épaisseur, donc c'est des pots d'une extrême finesse. Donc je pense que faire des perforations dans ces pots-là, c'est pas simple. Il faut les bons outils, je ne sais pas quel type d'outil c'est, je pense que c'est une pointe fine, hein. C'est un outil avec une pointe très fine, solide. Après, les pots, ils sont percés effectivement après coup, mais parce qu'on n'a pas de pots percés, sauf quelques cas. En Île-de-France, on a quelques cas de découverte de pots funéraires où là, c'est vraiment le potier qui a fait les trous au préalable, parce qu'on voit c'est fait dans de l'argile fraîche et on voit vraiment que la perforation est différente. Elle est faite alors que la céramique n'a pas complètement séché. Et là, ce sont des pots qui sont vraiment percés pour être utilisés comme vase funéraire. Après, on a aussi des pots percés qui n'ont pas servi de vase funéraire, mais plus simplement dans les ateliers de fosse, on a un pot du XVIe siècle qui est tout plein de trous. On pense que c'est pourquoi pas un réchaud ou quelque chose qui a servi à cuire les châtaignes. On peut avoir des pots percés aussi, hein, volontairement. Après, on a des usages, on a plein d'usages différents en fait de percement. On a aussi dans les contextes de mystique, on peut avoir des pots qui sont percés.
après cuisson, et on en retrouve beaucoup dans les puits, notamment on a des cruches qui sont percées dans les puits. On ne sait pas pourquoi, hein. Est-ce que c'est pour faciliter le puisage, je ne sais pas, mais quand on fouille des puits, dans le fond des puits, on trouve des cruches, et quand on observe bien les cruches, sur les cruches complètes, et ben on voit systématiquement des perforations. Pourquoi les cruches sont-elles percées quand elles sont retrouvées dans le fond des puits? Ça ne paraît pas logique, mais bon. On a de temps en temps des perforations qui sont aussi dans des contextes domestiques, aussi. Alors pourquoi pas enfumer, je ne sais pas, un endroit pour l'assainir, enfumer pour aller récupérer du miel. Donc on a des pots qui sont... En fait, il y a vraiment un recyclage, un pot sert pour plein de choses, quoi. Même si on n'a plus l'usage pour lequel on l'a acheté parce qu'il est un peu fendu, un peu abîmé, en fait, on retrouve un autre usage. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une politique de recyclage à l'époque du Moyen-Âge qui est tout à fait intéressante, en fait. Donc, voilà pour les pots percés domestiques. Pour faire des pots dans un pot, vous pouvez essayer. Hein. Ah, ben je sais. Oui, je pense que c'est pas simple. Ça pète en tous les côtés. Hein. Bah, je pense qu'il faut mettre quelque chose à l'intérieur pour que la vibration, il faut vraiment mettre quelque chose à l'intérieur pour amortir le long. Hein. Sinon, il faut les faire avant cuisson. Ah non, mais là, ils sont faits après cuisson. Hein. Là, ce sont des perforations qui sont faites après cuisson. Non. Là, ce sont des perforations qui sont faites après cuisson sur des vases qui sont normalement non percés. Et on voit vraiment les outils. À l'intérieur, on a l'éclat d'arrachage. Donc je pense que on voit bien les petits enfoncements. Et puis à un moment, il y a sûrement un petit clac qui est fait. Ah bah je pense, bah si, c'est des vases qui sont percés après cuisson. C'est pas des vases, parce qu'avant cuisson, on le voit en fait. Hein. Ça, c'est fait sur pâte cuite hein, et pas sur pâte crue ni en cours de séchage. On voit bien les trous qui sont faits sur des pâtes en cours de séchage. C'est complètement différent. Hein. Mais là, c'est vraiment sur pâte cuite, en fait. Et là, c'est des vases qu'on retrouve dans le quotidien. Donc, c'est vraiment des vases qui sont percés après cuisson. Donc, je pense qu'il y a vraiment une technique, effectivement, du percement. Mais les vases sont très fins. Il faut imaginer qu'en fait, les argiles sont quand même assez différentes de ce qu'on trouve nous maintenant. Hein. Ils sont tournés différemment, ils sont d'une extrême finesse. Les argiles, on ne retrouve pas les mêmes. Hein. On n'arrive pas à retourner aussi finement maintenant des pots avec comme ça. Hein. Enfin, je connais des potiers qui, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à retourner aussi finement que ces pots-là. Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes. Les argiles, on sait où elles sont, mais on ne sait pas les mélanges qui ont été faits, combien de temps ont-elles été mis à pourrir, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer qu'on peut essayer de reproduire les mêmes gestes, sachant qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes pots finis. On n'aura pas les mêmes finesses de peau, on n'aura pas les mêmes textures, on n'aura pas la même argile en fait, hein, parce que c'est des mélanges et on ne les connaît pas nous. Hein. C'est des mélanges d'argile, on sait qu'il y a des gisements, on connaît les gisements d'argile, hein, il y en a partout en Île-de-France. Hein. Mais après, où ont-ils vraiment extrait? Après, c'est le potier qui devait savoir. Quoi. Dans le Val d'Oise, il y a plusieurs sources de... Oui, bah, notamment dans la vallée de Lisieux. Hein. Vous avez réussi à déterminer si le trou avait été fait de l'intérieur vers l'extérieur ou C'est de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord, parce que vous disiez qu'il faut un appui. Personnellement, j'aurai un trou à faire, si j'aurai un outil adéquat, je taperai à l'intérieur en mettant le pot sur un appui pour percer à l'intérieur. Non, moi je... Moi, je vais faire ça par l'intérieur. Oui, moi je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, il met sa main à l'intérieur avec quelque chose qui amortit. Alors, est-ce que c'est un tissu, un élément en terre ou d'argile? Et en fait, qui pourra amortir vraiment là où il veut percer. Il prépare son percement. Comme quand on veut faire une découpe sur un carton, on fait plein de petits points et à un moment, pof, on appuie. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'on voit, il y a vraiment l'encoche de... Poser une question à madame sur l'origine de cette production de peau, parce que je ne crois pas avoir vu dans le rapport que ces peaux provenaient de Fos, donc il était très proche. Donc est-ce que vous avez pu faire déjà, en fait, typologiquement, on voit les décors. Hein. On voit il y a des pots qui sont au niveau des décors vraiment comme ceux de Fos, avec les coulées de peinture. Ça, c'est typique des productions de Fos. Au niveau des pâtes, l'observation des pâtes aussi, en fait. Hein. Les pâtes de Fos sont très caractéristiques. Elles sont différentes de ce qu'on peut rencontrer sur le centre de l'Île-de-France, comme à Paris ou à Saint-Denis ou à Poissy. En fait, il y a plusieurs groupes de
productions céramiques au Moyen-Âge qui sont quand même bien cernées maintenant. Il y a le groupe de Paris et l'approche banlieue, il y a le groupe des ateliers de Fos, il y a des groupes de l'Ouest, un groupe dans le Sud du côté de Dourdan pour le Moyen-Âge central, et il y en a aussi dans l'Ouest. Donc on arrive à bien déjà localiser les grands groupes de production, et c'est vrai qu'à Gonesse, les pâtes sont similaires à celles de Fos. Donc, Et on avait... attribué alors à Fos. Et on les attribue à Fos. Et c'est vrai qu'on avait mené des analyses dans le cadre d'un programme de recherche de l'INRAP. On avait pu mener quelques analyses chimiques avec le laboratoire du CRAM, de l'Université de Caen, qui fait des analyses chimiques sur les tessons de céramique pour déterminer la composition chimique de ces céramiques et de les raccrocher à des... Enfin, ils ont un gros référentiel. Et ce laboratoire avait beaucoup travaillé avec Rémi Guadagnard, avait déterminé chimiquement les productions de Fos, et sur les quelques échantillons qu'on a pu faire analyser lors du diagnostic, on avait prélevé quelques échantillons qui ont été analysés dans le cadre de ce programme de recherche sur la céramique médiévale, et effectivement, ça correspondait tout à fait aux empreintes chimiques des ateliers de Fos. Donc, et puis bon, typologiquement, ça ressemblait. C'est au niveau de la nature, la texture de la pâte, les décors et les formes, c'est vraiment très très semblable aux productions de Fos. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, les gens ne s'approvisionnaient pas non plus à des dizaines de kilomètres. Hein. C'est localement de toute manière. Après, c'est à la fin du Moyen-Âge qu'on commence à voir apparaître des productions extérieures à la région, comme du Beauvaisis par exemple. Les grès du Beauvaisis commencent à venir en Île-de-France à partir du XIVe siècle, et on commence à trouver des productions extra-régionales dans des contextes de la fin du XIVe siècle. D'ailleurs, à Gonesse, on a des tessons pour la fin du Moyen-Âge qui viennent de Beauvais. Ce sont des grès du Beauvaisis. C'est les seuls vases, effectivement, pour lesquels on aurait pu penser que c'était des vases qui auraient pu servir de vases à contenir de l'eau bénite. Mais comme on les a trouvés dans des remblais et pas en place, auprès d'une sépulture, c'est difficile de dire si ce sont des vases à eau bénite. Donc on a quand même des productions extra-régionales, mais sur la fin du Moyen-Âge. Donc là, vraiment, pour le Moyen-Âge central, c'est vraiment que des productions locales. Non, c'est juste pour savoir, c'est tourné autour, c'est pas au Colomba. Non, ce sont des céramiques qui sont tournées. Il y a sûrement un tour assez rapide pour que celles soient... Oui. Non, là, ces céramiques, ce sont des céramiques tournées. Hein. On a quelques céramiques qui sont montées au Colomba, mais ce n'est pas des céramiques comme ça. C'est des céramiques beaucoup plus grosses, des ovas. Enfin, ce n'est pas des céramiques... Ça, c'est vraiment c'est presque usine. Enfin, c'est de la fabrique répétitive, en fait. Hein. C'est du travail à la chaîne, donc on est presque sur c'est de l'artisanat c'est de la grosse production artisanale, quand même. Hein. C'est des séries. Et on voit sur les coquemars, hein, c'est des séries de coquemars qui sont faits à la chaîne, ils ont leur module et puis ils abattent, ils tournent et c'est tourné en fait. Et au tour rapide, hein, sur un tour rapide sûrement. Une toute dernière question ou complément, oui. Voilà. Concernant donc on a vu les houles et les coquemars, et ça effectivement, il semble bien qu'ils proviennent de Fos. Mais vous avez montré aussi des bichets très décorés. Oui. Est-ce que vous êtes certaine qu'ils viennent de là? Non. Je pense que les ateliers de Paris et Rouen aussi. Non, alors Rouen, je pense pas. Non, c'est vraiment une production locale. Mais après, est-ce que c'est... En plus, la couleur de la pâte, elle est un peu différente. C'est une pâte un peu orangée. C'est sûr que... Après, est-ce qu'elle est orangée parce qu'elle a mal cuit ou parce que c'est une production... Avec de l'engobe au plomb. Non, en fait, c'est une pâte vraiment orangée. C'est pas c'est pas un engobe qui a recouvert une pâte claire. Hein. C'est vraiment la pâte en elle-même qui est orangée, en fait, beige orangé. Donc sur ces deux-là, j'ai quand même des doutes. Mais le gros de la production, c'est local, c'est Fos. Après, ponctuellement, il peut y avoir quelques petites choses qui viennent d'un peu plus loin. D'autant plus qu'au niveau du décor, ils sont quand même spécifiques. Les perforations sont différentes, elles sont bien rondes. Alors, c'est peut-être pas le même potier qui les a faites. Parce que bon, c'est vrai qu'on peut se dire, ils ont leur technique aussi pour faire les perforations sur les vases. Hein. Il y en a qui font des perforations bien rondes, bien limées, et puis d'autres. Mais là, il n'y avait que ces deux vases qui étaient avec des perforations très très rondes, bien limées. Après, il y a peut-être la nature de la pâte, une fois cuite, qui est plus ou moins fragile, qui nécessite qu'on tourne tout doucement ou un petit impact. Non, parce que sur un autre, j'ai étudié les vases funéraires du prieuré de Mantes-la-Jolie, sur une fouille de l'INRAP aussi, et on avait une belle série de vases, et sur une même pâte, on a des perforations très belles, très rondes, très circulaires, et sur une autre série de la même pâte, c'est des perforations comme on a vu avec les petites pointes. Après, tout dépend de la personne qui les fait, il est soigneux, il a envie de faire quelque chose de bien rond, on lui a demandé, hein, peut-être que c'est une commande, parce que je pense qu'ils sont percés pour l'occasion, ils sont vraiment pris au moment du décès, voilà, ils sont achetés pour l'occasion en fait, on les prend vraiment dans les shops ou chez le potier et ils sont percés pour l'occasion, pour la cérémonie funèbre. Je crois qu'on va pouvoir remercier nos deux intervenantes.